Care colleghe, cari colleghi, buongiorno. Un grazie particolare alla direzione scolastica regionale della Lombardia e al professor Attilio Galimberti che mi hanno invitato a contribuire a questo interessante evento. La mia presentazione, come lo sapete, sarà in francese e si concentrerà sul volume complémentaire del quadro europeo, in particolare nei suoi aspetti didattici. Alors, on va commencer en français. Je mets le temps et on y va. Bien. Alors, la présentation se déroule dans 4 points, autour de 4 points. Avant, on parlera brièvement du cadre européen qui est devenu un document clé dans ces dernières 2 décennies et en particulier, on focalisera ces aspects innovants du point de vue pédagogique et didactique. Ensuite, je vais vous parler des développements récents et en particulier du volume complémentaire, à la fois comme résultat d'un projet et sur les implications que cela peut avoir pour la didactique. Et justement, les implications, la réflexion sur ces implications constituera la partie finale de ma présentation. Alors, le CECR, si on devait résumer le CECR dans une seule diapo, voilà ce que ça nous donnerait. Le CECR organise la gamme complète de la compétence en langue dans 6 niveaux qui, à leur tour, se réfèrent à 3 macro-niveaux. L'utilisateur élémentaire indépendant expérimenté, chacun subdivisé en 2, sous la forme d'énoncés je peux, des fameux can-do statements en anglais, qui sont utilisés pour décrire des activités communicatives de compréhension, production, interaction et médiation qui se déroulent à l'écrit et à l'oral et qui sont accomplis dans des tâches significatives proches de la vie réelle à ces tâches contribuent des compétences différentes qui sont à la fois linguistiques et générales. Donc, comme vous voyez, quelque chose de complexe. Alors, il a la prétention, disons, et l'ambition plutôt de pouvoir donner un cadre d'ensemble, comme le nom le dit. Cela n'a pas échappé aux utilisateurs autour du monde. Là, vous avez une carte qui date déjà de quelques années, mais j'ai pas trouvé quelque chose de plus récent, avec la diffusion du cadre européen autour du monde. Comme je vous ai dit, ça date de quelques années parce que récemment, à une conférence que je donnais en France, un collègue qui provenait d'un pays africain me dit mais là en Afrique on dirait qu'il n'y a pas de cadre alors que nous on a plusieurs pays qui sont intéressés et qui ont travaillé à sa mise en œuvre et je suis sûre que pareil on pourrait dire pour d'autres pays. Effectivement, le rouge que vous voyez, c'est soit des pays qui ont adopté le CECR, soit des pays qui ont montré un grand intérêt et qui l'ont adopté et qui commencent et qui sont en train de l'adopter. Donc, cette idée de cadre qui donne un peu les clés pour travailler l'enseignement et l'apprentissage des langues dans sa complexité n'a pas, comme je vous disais, échappé aux utilisateurs. Alors, pourquoi tout cet intérêt? Bon, parce que le cadre contient une série d'aspects innovants qui n'ont pas toujours été reconnus au début. On a parlé souvent et toujours, malheureusement, il y a des gens qui voient dans le cadre simplement une base pour des examens et pour des niveaux. Mais c'est comme voir seulement la pointe d'un iceberg et ne pas voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est exactement sur cette autre partie de l'iceberg que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, les aspects innovants du cadre, je vous en ai mis une série, sont les plus importants et on va les voir un par un. En commençant par les niveaux, parce que justement, c'est les niveaux qui sont les plus connus. Les niveaux du cadre, qui sont 6, ont chacun un nom. Alors, je vous ai mis le nom français et le nom anglais, parce que le nom français l'a dit très bien. Regardez le rouge.
c'est au niveau A2 qu'on parle de survie dans un pays, c'est-à-dire on survit quand on est au moins à un niveau A2 et on entre dans la vie de ce pays comme niveau seuil quand on est au niveau B1, c'est-à-dire à un niveau B1, on se débrouille bien dans toutes les composantes, tous les aspects, toutes les nécessités, disons, de tous les besoins de la vie quotidienne. Alors que à deux, on a encore un peu de mal, on a besoin de plus d'aide. Mais ce qui est important, c'est que ça enlève un peu le sens disons, de ne pas être adéquat pour les niveaux plus bas, pour le niveau A1, qui par exemple est normalement le niveau qu'on atteint à la fin de l'école élémentaire. C'est encore un niveau introductif de découverte. On n'est pas encore avec l'idée de savoir survivre dans un pays avec ce niveau-là. Et puis ensuite, après le niveau seuil, vous voyez, il y a tout un travail vers plus d'indépendance, plus d'autonomie et jusqu'à l'idée de maîtrise qui n'est pas l'idéal du parlant natif. On est bien loin de là. On a dépassé cette idée du parlant natif qui est quelque chose d'utopique et d'assez peu déterminé, si vous voulez, mais l'idée de maîtrise, donc d'être bien à l'aise avec tous les aspects de la langue. Et ça, c'est vu dans une perspective d'expansion. C'est pas une perspective linéaire. On ne passe pas de A1 jusqu'à C2, mais on augmente, on recycle, on avance toujours plus. Alors, cette idée de ces descripteurs et de ces niveaux constitue la base pour le curriculum. C'est-à-dire que grâce à l'idée de pouvoir bien placer les apprenants, savoir quels sont leurs différents niveaux et quelles sont leurs forces et faiblesses au fond, on peut travailler sur la cohérence du curriculum entre enseignement, apprentissage et évaluation. L'évaluation n'étant pas quelque chose qui arrive tout à la fin, mais quelque chose qui informe et qui aide, qui structure, si vous voulez, la planification de l'enseignant et l'apprentissage tout court. Alors, dans un curriculum cohérent, on a une idée de planifier grâce avec le support des descripteurs je peux, donc on balise le parcours, les énoncés je peux, on enseigne en utilisant une approche actionnelle qui comme on le verra nous permet de travailler la langue sous forme de différentes activités et on évalue à travers des tâches qui sont construites de manière à ce que les descripteurs qu'on a utilisés pour planifier servent aussi comme des critères d'évaluation. Alors, ces descripteurs, justement, il faut bien voir la nature sont de différentes natures. Il faut bien voir leur nature. Parce qu'on a des descripteurs d'activités communicatives qui sont les descripteurs qui existent dans les échelles, qui sont présentés dans les échelles du CECR au chapitre 4 et des descripteurs d'aspects de la compétence qui sont ceux qui se trouvent dans les échelles présentées au chapitre 5. Alors, les premiers sont utiles pour évaluer des tâches proches de la vie réelle et ils aident les enseignants et les apprenants à voir ce qu'ils doivent faire et donc donnent, si vous voulez, de la chair à ce qu'on fait et se focalisent donc sur une approche actionnelle. Et les descripteurs du chapitre 5 concernent les compétences, qui sont à la fois les compétences comme langagères et linguistiques et les compétences générales, c'est-à-dire ils aident à prendre en compte la qualité de la langue. Donc, les premiers sont, par exemple, si on prend une discussion informelle au niveau B1, quelque chose comme peut exprimer poliment ses convictions, ses opinions, son accord et son désaccord. Vous voyez en tant qu'enseignant immédiatement les activités que vous demanderiez à vos élèves de faire.
Et puis, des descripteurs d'aspect de la compétence dans lesquels on regarde et on se focalise sur la qualité de la langue. Attention, qualité ne veut pas dire seulement correction grammaticale. Bien sûr, il y a la correction grammaticale, comme vous le voyez en bas de la liste, mais il y a aussi les aspects de correction sociolinguistique, l'étendue de la langue et l'aisance, qui sont deux choses aussi qui sont toujours en complément l'un de l'autre, complémentaires l'une de l'autre par rapport à l'autre. Donc, posséder une grande palette, une grande quantité, suffisamment de vocabulaire pour faire quelque chose, et puis aussi l'aisance, peut discourir de manière compréhensible, même si les pauses pour chercher ces mots et ces phrases sont encore évidentes. On est au niveau B1. Donc, vous voyez bien la complémentarité entre les descripteurs de la première partie et ceux de la deuxième. Alors, ces échelles, comme je vous disais, sont complémentaires. Prenons un autre exemple. Parler. A2 peut décrire et comparer brièvement dans une langue simple des objets et choses lui appartenant avec quelle correction grammaticale, par exemple en utilisant des structures simples correctement, avec des erreurs toujours encore commises de manière systématique, par exemple certains types d'erreurs. Cependant, le sens général reste clair. Rappelez-vous, le A2, c'est la survie. Et avec aussi des stratégies. Là, par exemple, c'est des stratégies de compensation. On peut utiliser un mot inadéquat de son répertoire et faire des gestes pour clarifier ce qu'il veut dire. Donc, c'est le quoi, le comment et les stratégies. Deuxième point fondamental, des 4 compétences à 4 modes de communication, dont la médiation n'a été développée que dans le projet dont je vous parlerai dans un instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde le schéma descriptif du cadre européen de référence, ça nous donne ça, c'est-à-dire que les activités communicatives langagières ne sont pas les 4 compétences dont on se souvient, qui sont fameuses, les 4 skills en anglais, donc lire, écouter, parler et écrire, mais sont 4 modes de communication, réceptif, productif, interactif et de médiation, qui se déclinent chacun à l'écrit et à l'oral. Donc, évidemment, réception et production écrite et orale, ça nous donnera ce qui était avant les 4 skills, les 4 compétences, mais l'interaction, c'est très séparé, c'est quelque chose à part de la réception et la production, et la médiation, c'est encore quelque chose de différent. Pour chaque mode de communication correspond aussi des stratégies, comme vous le voyez sur la colonne de droite. Et ensuite, dans le schéma descriptif, vous avez ce que je vous ai expliqué avant, les compétences communicatives langagières et les compétences générales, qui toutes entrent en jeu dans le travail de la langue, dans la communication. Co-construire du sens dans l'interaction, pardon. Pourquoi l'interaction serait si différente? Eh bien, parce que c'est dans l'interaction qu'on co-construit du sens, c'est-à-dire que l'utilisateur et l'interlocuteur qui produisent chacun des textes. Quand on parle de texte, c'est large, hein, ça peut être une simple phrase orale. Dans leur passage en aller-retour, ils construisent ensemble un discours cohérent, un discours où ils se comprennent. Alors, évidemment, si tout va bien, le texte 1, 2, 3 se succède comme ça, mais il peut y avoir interruption de communication, par exemple à cause d'un grand bruit, et alors le texte 2 pourrait être simplement « Ah, j'ai pas compris, tu pourrais répéter ». Ou alors vous avez une conversation au téléphone avec des obstacles à la communication, des bruits, je ne sais pas, des coupures, et voilà que le texte 2 c'est écoute, on a été coupé, tu pourrais répéter. Mais le discours en soi reste cohérent. Alors, ce dynamisme se traduit dans l'apprenant en tant qu'acteur social, c'est-à-dire cet apprenant qui interagit avec les autres, qui est toujours dans une situation sociale. C'est-à-dire les apprenants acteurs sociaux co-construisent du sens, construisent tout seuls et avec les autres,
comment, dans des tâches réelles, en s'engageant dans des activités communicatives, en s'appuyant sur des compétences et en employant des stratégies de communication. Et à leur tour, ce travail d'accomplissement des tâches leur permet de développer les compétences générales et des compétences langagières communicatives, qui ne sont pas seulement des compétences grammaticales, simplement linguistiques, mais en général des compétences linguistiques, pragmatiques, sociolinguistiques. Ce qu'on a vu comme chapitre 4 et chapitre 5. Vous voyez qu'automatiquement, enseigner la langue en tant qu'objet langue n'a plus beaucoup de sens, c'est enseigner ce que les apprenants veulent faire et ce qu'ils doivent faire, ce dont ils ont besoin dans la langue. Donc, l'idée d'analyse de besoin comme quelque chose de fondamental. C'est sûr que cet apprenant acteur social n'est pas seul et ne vit pas dans un monde monolingue. Notre monde est toujours plus multilingue, disons, et l'apprenant devient toujours plus plurilingue. Si on regarde la définition du plurilinguisme dans le CECR, il y a beaucoup de points assez intéressants, comme l'idée de passer d'une langue à l'autre, ou aussi d'un dialecte à l'autre, d'entendre une langue et de parler dans une autre, de faire appel à différentes langues pour comprendre le même texte, de reconnaître des langues d'un stock commun, d'aider deux individus qui ne se comprendraient pas parce qu'ils parlent une langue différente, de mettre en jeu tout notre outillage langagier pour donner du sens et pour favoriser la communication, y compris dans différents dialectes ou langues, exploiter le paralinguistique, le mimique, les gestes, et aussi, si nécessaire, simplifier la langue. Alors, vous voyez que cette idée de plurilinguisme, c'est une idée de compétence déséquilibrée, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire une compétence dynamique, une compétence qui évolue, une compétence qui peut jouer de l'alternance codique, c'est-à-dire utiliser différentes langues, qui est une compétence partielle, par nature, parce que on le sait, on est plus fort par exemple, dans des activités réceptives et moins fort dans des activités productives, mais ça peut changer à un moment donné en fonction du travail, de l'environnement, etc. Qu'on a des compétences qui ne sont pas compartimentalisées parce qu'il y a toujours des allers-retours entre les différentes compétences, et ce qui donne l'idée que la perfection pratiquement n'existe pas. C'est plus l'idée d'avoir une compétence parfaite, équilibrée dans deux ou plusieurs langues, mais c'est l'idée d'avoir un profil de compétences qui est variable et dynamique. Alors, cette idée de dynamisme, j'ai essayé de la capturer avec cette forme circulaire, comme vous le voyez, en voyant l'apprenant comme un réseau, comme même le cerveau, notre cerveau comme un réseau à plusieurs connexions, où la langue maternelle est toujours présente, et d'ailleurs les études en neurolinguistique, etc., et même en neurologie nous montrent, et en psychologie nous montrent toujours plus que ça c'est le cas, avec un mécanisme de contrôle exécutif qui est toujours actif. Donc là où les langues maternelles, parce qu'on a toujours plus des apprenants qui ont plusieurs langues maternelles, sont toujours là, et l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, c'est plutôt une occasion de transfert qu'un problème, à condition qu'il y ait une réflexion dans ce parcours et qu'on apprenne et qu'on réfléchisse sur ces erreurs et on apprenne de ça, parce que on ne part jamais tabula rasa, et le plurilinguisme est partout, et au niveau individuel, mais est au niveau aussi sociétal. Alors, cet apprenant, acteur social, dynamique, comme on l'a vu, il travaille il est engagé dans l'accomplissement de tâches, et ça c'est la base de l'approche actionnelle. Juste un cadre d'ensemble, le passage du communicatif à l'actionnel, c'est bien un passage assez fort, c'est un passage paradigmatique comme on le dit, c'est pas seulement ah oui c'est du communicatif dans une nouvelle forme, non.
même si on reconnaît tout à fait que le communicatif avait déjà ouvert beaucoup de portes, comme par exemple, vous voyez, apprendre la langue et non pas à propos de la langue, utiliser la langue cible non pas pour répéter comme un perroquet, mais un usage significatif, être dans des situations de vie réelle, engagé dans des fonctions communicatives en utilisant du matériel authentique et donc les fameuses 4 compétences, et aussi le travail de groupe était très important, mais l'actionnel est axé sur la tâche et met en jeu cette tâche, permet de travailler les compétences linguistiques et générales en même temps. L'évaluation a un rôle clé dès le début et il s'agit d'une évaluation positive, proficiency evaluation assessment et non pas deficiency oriented. Et les activités communicatives, comme on a dit, ne sont plus seulement les 4 skills, mais c'est les activités de réception, production, interaction et médiation, avec une idée de stratégie, orientation, processus, où l'apprenant prend ses responsabilités et devient de plus en plus autonome, prend plus en plus conscience des aspects culturels, interculturels et de la dimension plurilingue. Et là, je vous ai mis une forme qui rappelle un peu quand vous faites un petit pont de pierre pour passer une rivière. Alors, si on regarde la définition des tâches du cadre européen, encore 2001, on voit bien qu'il parle de faits courants de la vie quotidienne, de mise en œuvre stratégique de compétences données pour accomplir la tâche et de visée actionnelle, qui en anglais est exprimé comme purposeful action, c'est-à-dire on fait quelque chose parce qu'il y a un but et il y a un but, il y a un résultat à obtenir, un problème à résoudre, une obligation à remplir, donc on fait quelque chose pour ça. Non pas pour apprendre la langue, on apprend la langue en poursuivant le but. Alors, je vous dirai davantage sur l'approche actionnelle, mais maintenant, en parlant justement maintenant du volume complémentaire, parce que c'est un point crucial. Mais avant, je veux vous présenter comment on est arrivé à ce volume complémentaire. Alors, comme vous avez vu, sur la colonne de gauche, vous avez tous ces aspects innovants que je viens de vous décliner. À droite, vous avez une capture d'écran avec le titre de notre nouveau volume complémentaire et la liste de ce qu'il a fait. Donc, il a mis à jour le CECR, il a complété avec ce qui manquait, notamment la médiation, mais pas seulement, élargi les concepts du CECR, comme on le verra, surtout élargi le concept de médiation, affine la vision pédagogique avec plus d'attention à l'approche actionnelle, et plus de clarification aussi sur l'approche actionnelle et développe le construit théorique, en particulier sur la phonologie et sur l'aspect de pluri qui était déjà là et qui était bien expliqué mais qui n'avait pas donné lieu à des descripteurs, alors que maintenant cela est le cas. Alors le projet a commencé en 2013, moi j'ai participé à partir de 2014, en 2013 il y a eu une mise à jour des échelles du CECR, surtout avec une augmentation des niveaux plus bas et plus élevés et l'élimination par exemple du parlant natif en tant qu'expression, non pas que le CECR ait jamais pris le parlant natif comme cible, mais il y avait quelques occurrences, vraiment très peu de ça qui ont été reprises et modifiées. Mais le gros du projet a commencé en 2014, c'est-à-dire en 2014, il y a eu le début du projet qui a produit toute une série de descripteurs, d'échelles de descripteurs pour les catégories qui n'avaient pas été développées dans la version initiale du cadre. En particulier, mais pas seulement, la médiation, comme on le verra dans un instant. Et entre 2016 et 2017, il y a eu toute une phase de consultation avec plus que 1300 enseignants et le pilotage et la
première publication en ligne à la toute fin de l'année dans la version anglaise, mais la vraie publication en ligne, ça a été faite en janvier de cette année, en 2018, et en anglais et en français, et la version allemande est en voie d'être traduite, d'être complétée. Et surtout, cette année 2018 a commencé la phase de dissémination, de lancement, et l'idée d'avoir des études de cas. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact parce que on est à la recherche d'études de cas. Salzbourg est à la recherche d'études de cas de mise en œuvre du nouveau volume complémentaire. Alors, donc, ce volume complémentaire, Companion Volume dans la version anglaise, a clarifié des notions fondamentales du CESER dans un texte assez bref et assez clair, hein, très user-friendly, comme on dirait en anglais, qui explique vraiment toutes ces notions qui ont été la fameuse partie de l'iceberg qui ne se voyait pas trop avant. Il a fourni un texte explicatif pour chacune des échelles, à la fois les échelles existantes et les nouvelles. Les descripteurs de 2001 ont été mis à jour, c'est-à-dire que dans le volume complémentaire, vous avez tous les descripteurs de 2001 dans leur version mise à jour, et vous avez tous les nouveaux descripteurs qui portent sur médiation, plurilinguisme, tous les aspects en ligne, communication, interaction, la littérature, la phonologie et la langue des signes. Alors, pour revenir, si on revient à notre schéma descriptif, celui que je vous ai présenté avant, on voit que c'est là qu'on s'est concentré le plus, sur la médiation. Produire des descripteurs pour la médiation en tant qu'activité communicative et produire des descripteurs pour les stratégies de médiation. Qu'est-ce qu'il y avait avant? De quoi on est parti? On est parti de finalement assez peu, c'est-à-dire tout ce qu'on avait sur la médiation dans le cadre de 2001, c'était ça. C'était l'idée que les activités de médiation entrent en jeu quand l'utilisateur de la langue n'a pas à exprimer sa pensée, mais il joue le rôle d'intermédiaire entre deux personnes qui ne se comprendraient pas, surtout pour des raisons de langue, mais pas exclusivement. Et les activités langagières de médiation seraient une manière de traiter ou retraiter un texte qui existe déjà, quelque chose qu'on ferait, disait toujours le cadre, de manière courante dans notre vie quotidienne, dans l'utilisation de la langue. Donc, c'était pas grand chose, mais si vous y réfléchissez bien, c'était quand même assez riche. Parce que on parlait déjà d'intermédiaire en disant qu'on se comprend pas pour différentes raisons et que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc, c'est quelque chose d'assez important sur lequel il faut encore revenir. Dans une version précédente, je ne sais pas combien de vous se souviennent de l'idée que le cadre a été publié en ligne avant d'être publié sur papier, il y a quelques années auparavant, c'est-à-dire en 98. Il y avait encore des schémas qui ont malheureusement, à mon avis, disparu dans la version publiée, et notamment ce schéma-là, qui montre bien la relation entre les différentes activités communicatives. Or, comme vous le voyez, l'interaction relève de la réception et de la production, mais la médiation va encore un pas en avant, c'est-à-dire permet presque la réception et la production et dépasse en tant que tel l'idée simplement d'interaction. Ça c'était aussi un point de départ pour nous dans notre travail. Notre point de départ, c'était d'aller voir ce qui avait été fait dans la médiation. Vous pouvez pas imaginer, c'est vraiment un océan de ressources, parce que la médiation qu'on a définie aussi de notions nomade, c'est-à-dire que nomadic notion, ça a été à la fois au centre de réflexion philosophique, sociologique, psychologique, pour le counseling, pour la résolution des conflits, médiation textuelle, etc., médiation par les médias. Et voilà, nous avons donc essayé de dire, bien, ça c'est en gros les six domaines de médiation qui sont les plus importants et qui vont nous informer notre travail
qui vont nous donner un modèle plus riche de ce qu'on avait dans le CECR 2001, qui nous permettra d'aller de l'avant et de créer ces descripteurs. Et donc, nous avons essayé d'arriver à quelque chose qui pouvait être utilisé dans l'enseignement des langues, que le prof dans sa classe, dont le prof dans sa classe pouvait se servir sans un poids théorique exagéré. Et alors, nous sommes arrivés à 3 typologies de médiation. Médiation de la communication, médiation des concepts et médiation de texte. Alors, vous voyez que dans la médiation de la communication, on retrouve toute la réflexion qui a été faite autour de la résolution de conflits, les guidages, le counseling, gérer les tensions, etc. Dans la médiation des concepts, vous avez tout ce travail sur la réflexion sur comment on acquiert des connaissances et aussi tout le travail en psychologie sociale aussi, l'idée qu'il y a une forme de médiation sociale qui précède et qui informe la médiation individuelle. Selon la théorie de Vygotsky, tout commence au niveau social et ce n'est qu'ensuite qu'on intériorise au niveau individuel ce qu'on a compris et les concepts qu'on vient de mûrir, de comprendre. Et ensuite, on a ce qui est plus proche de la définition de laquelle on est parti avec le cadre européen de référence de 2001, c'est-à-dire l'idée de médiation de texte qui comprend réformulation, alternance codique, passage de l'oral à l'écrit, changement de genre, combinaison de textes et de modalités. Alors, vous voyez, on a ces 3 catégories. Donc, c'est-à-dire que ces apprenants dont j'ai parlé, qui sont des acteurs sociaux engagés dans la médiation, eh bien, dans des situations de la vie réelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à tous les moyens possibles à leur disposition pour donner du sens à des textes. Comme je vous ai dit, la notion de texte est vaste, dans une langue ou dans plusieurs langues, et pour comprendre des concepts et des messages. Et là, on est sur médiation des concepts et médiation des textes. Mais ils sont pas seuls, c'est-à-dire, ils sont constamment engagés dans une perspective à la fois individuelle et sociale. Donc, la médiation de communication joue un rôle crucial, fondamental aussi. Et les 3 sont ensemble, comme vous pouvez bien imaginer. Alors, la médiation des textes, qui était celle, si vous voulez, si vous me permettez ce terme un peu plus traditionnel, c'est ce que les usagers du CECR ont toujours eu en tête, au fond. La médiation, on l'a interprété toujours un peu comme ça, médiation de texte, transmettre des informations, expliquer des données, prendre des notes, etc. Et avec ces stratégies, c'est-à-dire, par exemple, relier un savoir préalable, adapter son langage, amplifier un texte qui serait trop dense pour que quelqu'un d'autre ou soi-même on puisse mieux le comprendre, etc. Mais à tout ça se rajoute le produit de cette interprétation plus ample dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la médiation des concepts et la médiation de communication. Tous ces points sont les titres des échelles. Et chaque échelle comprend toute une série de descripteurs qui sont alignés sur les différents niveaux du cadre. Donc, par exemple, médiation des concepts, faciliter la coopération dans une interaction avec les pairs, ou coopérer pour construire du sens, gérer des interactions, encourager le discours conceptuel, faciliter un espace pluriculturel dans la communication, agir en tant qu'intermédiaire, faciliter la communication dans des situations délicates ou de désaccord. Donc, je suis convaincue que l'œil de l'enseignant, vous voyez tout de suite que ça traduit dans des activités qu'on peut faire dans la classe et que à son tour, ça nous aide non seulement à les voir, hein, mais aussi à les décrire pour les apprenants, ces activités qu'on voudrait faire. Alors, chaque activité, chaque stratégie de médiation, voilà, activité et stratégie est proposée dans le volume complémentaire
d'abord sous une forme schématique, comme vous avez ici, et puis ensuite, vous continuez et vous avez chacun de petits carrés, c'est une échelle, et vous avez chaque échelle avec ses descripteurs. Et tout ça, c'est l'idée d'avoir une médiation qui est à travers les différentes langues, mais aussi à travers les différentes variétés, les registres, et aussi à l'intérieur d'une même langue, ce qui est nouveau. Parce que c'est pas, comme on a vu, juste favoriser la communication entre deux personnes qui ne se comprendraient pas parce qu'ils parlent une langue différente, mais aussi à l'intérieur comprendre des concepts, médiation de concepts à l'intérieur aussi d'une même langue. À tout ça, on a rajouté toute une série d'autres échelles. Comme je vous ai dit, l'interaction en ligne, parce qu'il n'y avait pas trop de travail en ligne avant. On parle encore de cartes postales dans le cadre européen 2001, alors que maintenant, on travaille tout le temps avec les outils en ligne et multimédia. Et puis, on a toute une série de descripteurs pour la compétence plurilingue et pluriculturelle, donc 3 échelles comme vous pouvez les voir. On a refait complètement les échelles de la compétence phonologique, c'est resté en anglais, ça c'est le plurilinguisme qui arrive. Et, et je l'ai pas mis, il y a aussi tous les descripteurs de la langue des signes. Alors voilà quelques exemples de descripteurs au niveau B1. Nouveau, que ceux qui aussi ont familiarité avec le cadre le verront. Vous voyez, médiation des concepts, travail collaboratif en groupe, peut poser des questions, faire des commentaires, proposer des reformulations simples pour garder le cap d'une discussion. Utiliser et développer un répertoire pluriculturel, peut assurer un échange interculturel en utilisant un répertoire limité, on est à B1. Présenter des personnes d'origine culturelle différente, poser des questions et y répondre, montrer qu'il a conscience que certaines choses peuvent être perçues différemment selon les cultures. Et aussi, utiliser et développer un répertoire plurilingue, donc par exemple, exploiter avec créativité la palette limitée qu'il a dans différentes langues de son répertoire pour le contexte de la vie quotidienne afin de se débrouiller dans des situations inattendues. Et voilà que les autres langues et les autres compétences, comme je vous ai dit, on ne part jamais tabula rasa, voilà qu'elles sont là et qu'elles sont utilisées. C'est pas pénalisé parce que on utilise autre chose, mais c'est au contraire encouragé. Et ça, vous pouvez le voir dans quelques exemples. J'ai mis quelques exemples pratiques. Déjà, on le voit, ça commence à arriver dans les manuels. Les enseignants commencent à créer d'autres types d'activités et les examens aussi, y compris des high-stake exams, comme on dirait en anglais, ont déjà une prise en compte de la médiation. Là, vous avez un exemple d'anglais dans un manuel allemand où on voit la famille Walter qui fait du shopping à un supermarché où il y a une annonce et le père ne comprend pas ça. Et donc, la tâche est de prendre des notes et expliquer ensuite en allemand à Monsieur Walter les points importants de ces annonces. Et voilà, avec des aides, des supports. Ensuite, là, vous avez une très belle activité que nous avait envoyée une collègue espagnole qui a participé au pilotage. Elle utilise du matériel en danois pour l'enseignement du français de l'anglais, langue étrangère. Et vous voyez, alors c'est du matériel authentique, mais c'est du matériel en danois sur Copenhague. Et qu'est-ce qu'elle demande? Eh bien sûr, demander, tout d'abord regarder, lire les textes, après écrire des questions simples comme quelle est la langue qu'on utilise dans ces textes, comment le savez-vous et de quoi parle-t-on, quel type de texte, comment le savez-vous? Et encore, on va un peu plus dans le détail, comment vous dites ces mots et ces expressions en anglais et en espagnol? Elle travaille à Séville, donc, et donc c'est l'idée de partir d'une langue non seulement qu'on n'apprend pas, mais aussi qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est le travail de médiation à la fois conceptuelle, donc cognitive et sociale à l'intérieur du groupe. Et encore, à la fin, on arrive à une question même un peu plus pointue. Qu'est-ce que vous avez à faire dans la section telle?
Dans les examens, là c'est un diplôme autrichien, donc je vous ai dit c'est un examen important, c'est un baccalauréat professionnel dans lequel on demande aux apprenants de travailler, de s'exprimer en anglais et en français à partir de textes, de matériel qui sont en allemand, parce qu'on est en Autriche. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir des interlocuteurs qui sont un parlant de la langue première et seconde de chacun des candidats qui ne parlent pas la langue de l'autre. Vous êtes en médiation linguistique ici, médiation de l'information vers l'anglais, de l'anglais et vers le français. Discuter et faire des suggestions pour un projet commun. Et les matériels, comme je vous ai dit, sont en allemand. Là, vous avez une statistique avec des explications. Là, vous avez un texte avec des questions, des supports visuels. Et on arrive donc vers la fin de ma présentation à des implications. On en a déjà vu quelques-unes. On va voir encore un peu plus dans le détail qu'est-ce que c'est cette idée de planifier, d'approche actionnelle, de tâches. Alors, planifier une tâche et évaluer des apprentissages, comme on l'a vu dès le début, c'est très relié. On a des objectifs, on cible les attentes du curriculum et on définit les objectifs. Ensuite, on sélectionne des critères ou on les co-crée, on les crée aussi, parce que c'est pas apprendre comme un livre sacré, mais c'est comme une indication. On choisit des descripteurs, des descripteurs clairs et orientés à réussite, proficiency oriented, comme on a dit, et on choisit les activités communicatives à travailler en priorité. On a conscience des contraintes, on voit quel support doit-on choisir et quelle progression organisée dans les différentes phases de travail, avec en tête tout cet aspect stratégique qui est à la fois qui relève des stratégies de communication pour lesquelles on a plein de descripteurs dans le cadre, mais qui relève aussi de l'aspect stratégique en tant que stratégie d'apprentissage. Donc, avec le volume complémentaire, on a encore plus de support pour ça, parce qu'on a toute la dimension plurilingue, la dimension de médiation, de web, l'aspect phonologique, les compétences phonologiques et les stratégies. Là, je vous ai mis un lien, mais c'est simplement un lien vers le nouveau site web où enfin on a toute une série de matériels aussi pratiques qui peuvent aider les apprenants, les enseignants pardon, à y voir plus clair. Alors voilà un exemple de scénario possible. Pourquoi on parle de scénario et non pas seulement de tâche? Parce que tâche peut donner l'idée que c'est seulement le moment de la tâche finale, alors que l'idée de scénariser l'apprentissage donne avec pour but d'arriver à être performant dans une tâche finale, eh bien, ça donne l'idée justement de planification sur la durée. Là, vous avez un exemple, vous allez organiser un voyage scolaire à New York pour faire en sorte que le plus grand nombre possible d'étudiants puissent participer. Vous devez faire attention au budget, vous décidez le moyen de transport, le logement, le programme. Le proviseur, là c'était une tâche qu'on avait fait ici, de Toronto, donc aller à New York, on peut y aller en avion, mais on peut y aller de manière assez économique en car aussi. Alors le proviseur ne vous laisse, mais en car, comme vous pouvez l'imaginer, ça prend beaucoup plus de temps. Donc le proviseur ne vous laisse prendre que 3 jours d'école, vous décidez donc d'y attacher la fin de semaine ou un jour de vacances, etc. Vous devrez présenter votre programme devant le conseil de l'école qui devra l'appuyer. Voilà un aspect clé de l'approche actionnelle. Le produit final, c'est pas le produit, c'est quelque chose de tangible qu'on a et quelque chose qu'on pourrait de manière réalistiquement avoir à faire dans la vraie vie. Je vous donne quelques exemples plus en détail d'un projet que je coordonne en ce moment qui s'appelle Linguistic and Cultural Diversity Reinvented, LINCDIR. Et si quelqu'un est intéressé, vous le direz à Monsieur Galimberti et je vous en dirai plus parce qu'il y a la possibilité aussi de tester notre matériel et de participer en tant que prof participant du projet.
Alors, là, vous avez je vous l'ai mis en anglais parce que je l'avais en anglais, mais on est en train de produire aussi des tâches en français. On a 5 langues dans ce projet. On a donc l'anglais et le français et l'italien, langue étrangère, hein, etc. Donc, voilà. Là, vous en avez un qui dit Lost in a New Town, hein, perdu dans une nouvelle ville, et c'est pour l'enseignement de l'allemand à niveau A2. Donc, tu participes à un échange, un programme d'échange en Allemagne, et tu as perdu ton groupe lors du tour de la ville. Alors, tu cherches ta voie vers l'auberge de jeunesse, mais malheureusement, ton téléphone portable n'a plus de batterie. Donc, tu peux pas regarder en ligne ou appeler un ami. Mais tu as une carte papier, un plan de la ville au format papier, et tu peux demander à quelqu'un dans la rue. Donc, tu peux demander de l'aide. Voilà. Donc, vous voyez, on aura l'allemand surtout, mais on peut avoir d'autres langues aussi. Quel est l'objectif fondamental? L'idée de prendre familiarité avec des villes, les villes inconnues, non? Avec lesquelles une ville inconnue, et surtout ces aspects, la manière dont, par exemple, en allemand, souvent on a Bahnhofstraße, hein, la rue de la gare, ou des noms comme ça, pas forcément le nom d'un personnage fameux. Et c'est quelque chose de très différent, surtout pour des élèves nord-américains. Alors, l'autre point serait de donner et de demander des directions à travers des points cruciaux dans la ville, donc des landmarks, des bâtiments comme justement la gare, la bibliothèque, etc. Et quand on planifie dans notre matériel, on a tout un template, un schéma qui sert à l'enseignant pour planifier et pour ne pas oublier qu'il y a le what et le how, le quoi et le comment dont j'ai parlé avant. Donc, il choisit des descripteurs d'activités communicatives, chapitre 4, mais choisit aussi des descripteurs d'activités, de compétences, chapitre 5, qui sont des descripteurs de compétences linguistiques, comme la grammaire, le vocabulaire, la phonologie, mais qui sont aussi des compétences pragmatiques, sociolinguistiques, socioculturelles et plurilingues. Donc, comme vous voyez, dans ces deux diapos, on n'a pas énormément de descripteurs. On en a un nombre qui varie de 3 à 4 pour chaque point, qui est déjà beaucoup finalement, mais qui nous sert à cibler ce qu'on veut faire dans ce scénario particulier. Alors, si on devait un peu résumer tout ça hein, sur l'approche actionnelle, on dirait que l'approche actionnelle se nourrit de tâches proches de la vie réelle et de prise de décision stratégique et autonome à la fois de l'enseignant et de l'apprenant, c'est-à-dire l'enseignant en tant que planificateur, ressource, celui qui planifie, qui voit le parcours et qui aide les élèves eux aussi à voir ce parcours, et les élèves qui, de manière autonome, peuvent aussi faire des choix. Et de l'autre côté, il se nourrit surtout de transparence au niveau des objectifs qui se voient à nouveau, qui se répercutent au niveau de l'évaluation. Et donc, l'idée, c'est que la tâche et le scénario, la tâche est un outil fédérateur, un outil qui permet de structurer l'apprentissage autour de moments d'action, de produits définis et concrets, comme on a vu dans l'exemple, par exemple, de New York, mais pas seulement. Et l'approche actionnelle, donc, abandonner la logique d'accumulation des connaissances pour aller vers une logique d'activation stratégique de ressources pour atteindre un but. Et organiser le cours autour des tâches, autour de scénarios, permet de relier l'enseignement et l'évaluation dès le début. Alors, finalement, ça nous donne quoi? L'approche actionnelle, ça nous donne un processus itératif, stratégique, qui est de planifier, faire, réfléchir, agir et partager, et qui a un processus itératif justement qui se répète et dans lequel les enseignants et les étudiants jouent un rôle très important. L'enseignant a ce rôle stratégique, c'est lui qui
qui a bien clair la vision, même à moyen, à court, moyen et long terme, mais il n'est pas seul, lui non plus, parce qu'il est un enseignant à l'intérieur de communautés de pratique et qui a des ressources, dont le cadre, le volume complémentaire du cadre européen et d'autres ressources, qui a des descripteurs. Et les descripteurs, c'est quelque chose qui relie le travail de l'enseignant, la réflexion et le guidage de l'enseignant avec le travail des étudiants qui sont impliqués dans le processus. Et eux, à leur tour, comme ils sont guidés, comme ils sont soutenus dans leur parcours, ils peuvent, ils doivent faire des choix. Et donc, à l'intérieur de ces scénarios, il y a des choix possibles, il y a une prise de décision, il y a un aspect d'autonomie. Et les étudiants agissent, les enseignants observent, réfléchissent et planifient. Et c'est comme un cercle qui continue. Voilà. Et ça, c'est l'idée que tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple, nous dit Einstein. C'est-à-dire l'approche actionnelle n'est pas quelque chose de linéaire. J'apprends quelque chose et je la mets en pratique, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, mais qui donne énormément de satisfaction à la fois aux enseignants et aux apprenants. Dans notre projet, on est en train de collecter toute une série de données qui sont vraiment très, très encourageantes. Je vous remercie pour l'attention et bon travail pendant vos journées.